RCN. Le son de la différence. C'est Culture partagée sur RCN 90.7 avec aujourd'hui un rendez-vous qui devient annuel depuis quelques années. C'est le rendez-vous avec l'association Doxa-Vita qui est connue surtout pour organiser un salon littéraire de jeunesse sur le quartier du Haut-du-Lièvre depuis, alors j'allais dire 5 ans, mais une année a sauté et une autre va à nouveau sauter en raison de la pandémie. Donc il n'y aura pas de festival de littérature de jeunesse cette année, il n'y aura pas Daniel Piccoli, il n'y aura pas les invités à des spectacles habituels, mais Doxa-Vita, ce n'est pas que cette partie immergée de l'iceberg, c'est aussi toute une année de mise en place d'activités, d'actions, de projets sur le quartier du Haut-du-Lièvre. Et bien qu'il n'y ait pas de festival, c'est de cela qu'il va être question cette fois-ci, des activités, des opérations conduites par Doxa-Vita avec les partenaires du quartier. Alors, pour représenter Doxa-Vita, j'ai autour de moi Alina et Sarah, que je vais laisser se présenter. Ce sera bien plus précis et sans doute bien plus simple que si c'est moi qui le fais. Et après, nous évoquerons un petit peu, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire ce qui se fait sur le quartier. On va parler un petit peu peut-être de l'université, puisque Sarah était étudiante jusqu'à il y a peu de temps, et Alina l'est toujours en 3e année de licence études culturelles. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Eh bien Alina, puisque tu as répondu, je te propose de garder la parole, de te présenter peut-être un petit peu ? Ça marche. Moi, c'est Alina. J'ai rejoint l'association en septembre. Et puis, je fais la licence études culturelles à l'Université de Lorraine. Ouais, alors c'est une licence qui d'après son nom, ouvre sur des professions de la culture, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a plusieurs branches, donc on est ouvert à plusieurs choses comme le théâtre. Il y a aussi des fois des cours de cinéma, un petit peu moins, mais ça ouvre sur pas mal de problématiques sur la culture, effectivement. Et toi, par exemple, tu te destines à travailler dans les milieux de la culture ? Oui, c'est ça. J'aimerais bien me diriger vers l'action culturelle par la suite. D'accord. Et le travail donc de cette association qui a un pied dans l'université, si on peut dire, c'est aussi pour toi une façon de mettre le pied à l'étrier, de commencer à travailler un peu à ce niveau-là ? Oui, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de rejoindre Doxa-Vita, parce que je trouvais que c'était une bonne expérience justement pour se lancer avant de commencer pour de vrai. Donc, d'essayer de savoir comment marche une association, comment on anime des ateliers, comment on est en contact justement avec les gens du quartier. Donc, oui, c'était très intéressant de faire ça. Et tu connaissais déjà le quartier du Haut-du-Lièvre ? Je sais pas si tu es nancéienne ou pas. Alors, oui, je suis nancéienne, mais c'est vrai que sur le Haut-du-Lièvre, j'y vais très peu. Donc, c'était l'occasion aussi de travailler avec les habitants du Haut-du-Lièvre, parce que je les connais très peu. D'accord, très bien. Merci Alina. Sarah ? Bonjour. Madame la Présidente, je crois. Oui, c'est bien ça. Du coup, comme vous l'avez dit, donc je m'appelle Sarah, je suis présidente. Ça fait un petit moment que je viens dans l'émission. C'est vrai, c'est la 3e année consécutive, je crois. C'est bien ça, 3e année de bonheur, même si malheureusement le festival a été reporté. Pour faire court, pour me présenter très brièvement, au départ, j'ai fait une école de commerce parisienne. Puis finalement, ça ne m'a pas vraiment plu. Je me sentais pas très épanouie, et donc je suis partie heureusement à la licence études culturelles à Nancy, et c'est là que j'ai découvert l'association. Et c'est là aussi que j'ai découvert ma passion, à savoir la gestion de projet et surtout l'action culturelle et la médiation qu'il y a tout autour. Donc c'était un changement radical, le commerce, non, c'était pas ça ? En partie radicale, oui, plutôt. Certes, il y a une notion de management, de savoir identifier les publics, de savoir s'adapter à eux, notre discours, nos actions. Mais il est vrai qu'en école de commerce, on pense plutôt à la capitalisation de nos savoirs et de nos actions, alors que là, c'est plus un partage et surtout d'enrichir les publics.
Mais donc, tu vas gagner moins bien ta vie avec ce revirement. Ah oui, mais c'est pas très grave ça. Je préfère clairement faire quelque chose qui me passionne et qui m'épanouit chaque jour et que surtout j'apporte une plus-value en fait. Je me sens importante et essentielle. Oui. Alors, toi, tu as été étudiante dans la filière d'Alina il y a 2 ans. Oui, c'est bien ça. Est-ce que, par rapport à ce que dit Alina, tu peux compléter un peu? C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu en retires maintenant que tu n'y es plus? Qu'est-ce que tu as fait entre-temps? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Alors, ce que j'ai pu en retenir, c'est une certaine ouverture d'esprit, mine de rien, parce que c'est une filière très pluridisciplinaire. On nous apprend autant l'action sur le terrain que le côté un peu plus intellectuel, recherche. On va voir plusieurs sujets dans la culture, comme avait dit Alina, que ce soit le cinéma, la littérature, jeunesse ou pour adultes, le théâtre. Mais comme j'ai dit, comme c'est pluridisciplinaire, forcément c'est assez vague et c'est là que l'association, pour ma part, m'a beaucoup apporté et m'a permis de préciser mon profil et le futur que je voulais entreprendre. Actuellement, je pense qu'on connaît tous à peu près la situation sanitaire et surtout culturelle. Donc, Oui, hélas. hélas. Donc, heureusement, avec l'association, on peut mener des actions, mais je ne tire pas de rémunération par rapport à ça. Donc, actuellement, je suis au chômage. Donc, en attendant que la situation se reprenne et voilà quoi. Mais c'est un choix de ta part d'avoir fait un break et voilà. Oui, totalement. Voilà, je dis ça pour que les auditeurs ne pensent pas que c'est une licence qui conduit irrémédiablement au chômage. Ah non, totalement. À la base, juste après la licence, j'ai fait un service civique au conseil départemental. Ah, Donc, ça a été un moyen aussi pour moi de rentrer dans le service public, savoir quelles étaient les opportunités, la gestion et tout ce qui pouvait en dépendre. Parce que mine de rien, quand on est en études, on est un peu éloigné de tout ce qui est administration. oui. Et c'était quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Et c'est vrai que là, entre le confinement et la situation sanitaire, j'avais un besoin un peu plus de me retrouver. Et l'association était pour moi un moyen justement de m'épanouir et à la fois de penser aux autres par rapport à mes actions, mais aussi du coup à savoir qui j'étais, où est-ce que je vais exactement. D'accord. Tu as parlé de service public et tu es revenu donc vers l'université en quittant une école de commerce. Oui. C'est-à-dire que la démarche vers le public, ça fait partie vers le domaine du public et non pas du privé. Ça fait partie de ton projet aussi professionnel? Ah oui, totalement. À la fois mon projet et puis mes valeurs en fait. Personnellement, je tire beaucoup plus d'expérience et de reconnaissance à œuvrer pour les autres et notamment pour la totalité des citoyens plutôt qu'en étant confiné entre guillemets dans une entreprise et d'œuvrer plus pour le capital et en tout cas pour des besoins financiers. C'est vrai que le public, en fait, c'est une démarche personnelle à la base. C'est se mettre au service des autres. Et il y a plusieurs façons de le faire. Moi, j'ai décidé de l'entreprendre par le biais de la culture, de l'éducation. Et oui, c'est totalement une démarche personnelle et qui me tient vraiment à cœur. Très bien. Merci à toutes les deux pour cette présentation. Est-ce qu'on peut peut-être évoquer, avant d'entrer dans ce qui se fait actuellement sur le quartier par l'association Doxa Vita, est-ce qu'on peut évoquer un petit peu ce qui a été fait par le passé, comment ça s'est structuré, mis en place, puisque c'est la 6e année en fait que l'association Doxa Vita est active. Encore une fois, même s'il n'y a pas eu de 5e édition du festival et qu'il n'y aura pas de 6e, il y aura peut-être une 5e l'année prochaine, du coup. Mais est-ce qu'on peut évoquer, parce que Sarah, donc tu as déjà un certain recul, ça fait 3 ans que tu es dans l'association, donc ça permet d'assurer un suivi aussi pour les nouveaux membres. Comment tu as vu évoluer, progresser le travail de l'association sur ce quartier du Haut-du-Lièvre? Alors, c'est vrai que ça fait 3 ans que je suis dans l'association, donc pratiquement la moitié de la vie de l'association. Ah Donc, oui. je commence à faire partie des meubles. Ouais. Et moi, personnellement, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on est beaucoup plus impliqué sur le quartier du Haut-du-Lièvre. Avant, on était beaucoup plus centré sur le festival, donc une action ponctuelle. Et maintenant, on a vraiment décidé de développer ces actions et finalement d'avoir un ancrage beaucoup plus permanent dans le quartier. Et donc, du coup, ça permet à la fois d'avoir un lien beaucoup plus fort avec
que ce soit les habitants, les associations et les administrations, mais aussi et surtout de pouvoir travailler avec les habitants du quartier. On n'est pas juste une association qui vient du centre-ville et qui viennent comme ça, juste pour un petit festival. Non, on fait quelque chose avec les enfants, avec les différents acteurs. On aborde beaucoup plus de thématiques qu'avant. Avant, on était peut-être plus centré sur la littérature. Maintenant, on s'ouvre à d'autres problématiques qui sont toujours liées à la littérature jeunesse, comme l'écologie, la lutte contre toutes les formes de discrimination, l'inclusion. Et c'est vraiment le point le plus majeur que j'ai vu évoluer parmi ces dernières années. Oui. Oui. Et je me souviens aussi, je dis ça pour y avoir participé l'année dernière, d'avoir vu l'association Doxavita vraiment moteur dans la distribution de paniers repas aussi. Oui, c'est bien ça. Donc là, on est loin de la littérature de jeunesse quand même. Oui, forcément, on est plutôt loin, mais on avait besoin d'être présent. Comme le festival était annulé, c'était la première fois en plus qu'il était annulé. Ouais, maintenant on a l'habitude. Malheureusement. Je vais pas m'en réjouir. Mais oui, en fait, on avait besoin d'avoir... je vais pas dire un lot de consolation, mais on avait besoin de montrer qu'on était là et qu'on les avait pas oubliés en fait. Et de garder le contact avec les gens du quartier. Ça veut pas dire que le festival n'était plus là, que l'association disparaissait et que surtout que les habitants du Haut-du-Lièvre n'existaient plus. Au contraire, ils étaient toujours là et on a envie de montrer qu'on était avec eux, qu'on leur soutenait comme on pouvait. Forcément, c'était juste des paniers repas une fois de temps en temps, mais on avait besoin de faire ça autant pour eux que pour nous. Comment vit l'association Doxavita, c'est-à-dire comment elle est financée, soutenue Alors, en période hors sanitaire, on a des événements toute l'année qui se mettent en place, qui permet d'avoir une rémunération à côté assez conséquente. Et à côté de ça, on a forcément des subventions publiques, donc qui sont assez multiples. Ça peut être le politique de la ville via l'État, le département, la ville de Nancy, bien sûr, la faculté de lettres. Le laboratoire Imaginaire et Société, mais ça doit représenter environ un quart de nos financements. Et donc, c'est essentiellement autour d'événements, notamment à destination des étudiants, qu'on arrive à avoir des sources de financement. Là, actuellement, c'est beaucoup plus compliqué. On ne peut plus faire d'événements, en tout cas pour le moment. Et vu que le festival a été annulé, nous n'avons pas de subvention, donc on essaye à côté de faire le maximum pour les ateliers, de faire un petit peu de système d'aide, de récup. Donc finalement, c'est pas plus mal. On fait une certaine forme d'écologie. On pourra tout à l'heure lancer un appel éventuellement à la récup. Oui, bien sûr, tout ce que vous voulez pas, nous on le récupère. On est très créatifs. Et quel type d'événements, par exemple, qui sont organisés, qui contribuent à financer le festival ? Alors, le plus important, je dirais, ce serait l'amuse-gueule. Donc, alors, Gueule. Voilà. C'est bien ça, c'est un petit jeu de mots. Et en fait, c'est un événement qui se déroule donc cette fois-ci pour sa 3e édition. Normalement, il aura lieu le 5 juin à la MJC Lillebonne. Donc tout va dépendre de la situation sanitaire, mais en tout cas, c'est la date qui est fixée. Et donc c'est un événement multimodal, artistique, où on propose à la fois plusieurs scènes musicales. Donc de musique actuelle, donc ça peut être à la fois de la techno, du rock, de l'acoustique, de la musique classique aussi. On va avoir un trio à cordes. À côté de ça, on propose excusez-moi, j'ai perdu les mots. Une exposition artistique où en fait on décide de valoriser les productions artistiques d'étudiants. Oui. Et donc de les mettre en valeur comme si on était une galerie d'art ou un musée tout simplement. Et à côté un petit peu de restauration, un petit coin buvette justement pour apporter un peu de convivialité à tout ça et d'une certaine façon de renverser un peu les codes traditionnels de la galerie et de la présentation artistique. Oui. Et moi je me souviens de la précédente édition de la Muse-Gueule à la MJC Lillebonne, qui avait, je crois, rassemblé 1 millier de personnes. Oui, c'est ça. En totalité, sur l'avènement, on avait un peu plus de 1000 personnes qui étaient venues. Donc, c'est vrai que ça nous a fait chaud au cœur. Forcément, pendant la première édition, c'était un peu une découverte. On était en 300 personnes. Donc là, on a pratiquement quadruplé et c'était une vraie joie de voir que tout le monde répondait présent et qu'il y avait une pluralité des publics aussi. On avait à la fois en début de soirée des petits enfants qui avaient environ 6 ans venus avec leurs parents, des personnes plus âgées et puis forcément plus la soirée s'étendait, plus on avait affaire à des étudiants donc entre 18 et 35 ans. Mais on avait vraiment un panel de Nancy qui était venu à notre événement et ça nous avait fait plaisir, oui. Donc prochaine édition, on touche du bois. Oui.
Le 5 juin. C'est ça, le 5 juin à la MJC Lillebonne. Et pour fêter un petit peu ça et pouvoir valoriser un peu plus la culture, on a décidé d'ouvrir nos portes plus longtemps. Et donc, on vous donne rendez-vous de 14h à 1h du matin. Très bien. Et donc, il avait été question à un moment donné de le faire sur le parc de la Cure d'Air, mais c'est bien à la MJC du Haut-du-Lièvre. Oui, c'est bien ça. La MJC Lillebonne. La MJC Lillebonne, c'est bien ça. Voilà, oui. donc 5 juin, décidément, la confusion règne. 5 juin à la MJC Lillebonne, la Musgueule. Voilà. C'est bien ça. Très bien. Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale et on se retrouve juste après. Quelques cancres lasses d'idées hauts et d'idées basses, quelques postillons égarés dans des litres de tournée, et quelques meufs qui succombent quand j'ai un projo sur la tronche, quelques sourires un peu niais quand je pénètre tes pensées. Faut qu'on s'oublie, faut qu'on s'appâte, faut qu'on soit potes et on se dilate, nos pupilles au tourniquet, des rendez-vous très très privés. Elle est jours où je délaisse ces délices où tu m'enlaces. Quelques grégaires maladresses viennent recouvrir mes balafres. Quelques nuits, quelques détours par ces monts lointains qui m'entourent. On me retrouvera dans les dédales d'un manque d'inspiration létale. Je parcours avec véhémence les chemins d'un monde en tension dans la quête de ce qu'il reste de mes débris d'adolescence. Mais dans les flammes de Notre-Dame, je reviendrai réchauffer mon âme. Je m'y enfoncerai pour fuir la trame d'un human show immonde infâme. Dans les flammes de Notre-Dame, à défaut que la connerie crame, je m'y enfoncerai pour fuir ma haine désespérée de la race humaine. Quelques cancres avares de réjouissance, de beaux regards dans les chiottes de notre réflexion. Faudrait repasser un coup de savon. Quelques cancres pervers dans un brouillard de bonne manière partagent des contre-vérités. Y'a que le malheur qui fait bander, on n'est qu'une foule de têtes baissées, cou recourbé, épaules voûtées, beaux citoyens propres et sans gêne, prêts pour le but des gosses challenge. Et quelques jaloux auront fui, quelques enfants auront grandi, engraissés au bisphénola et prêts à voter pour Hanouna. Nourris d'une surconscience de soi, beauté à base de filtre Insta. Vénère ton instant moribond, l'algorithme tes émotions. Je parcours avec inquiétude les chemins d'un monde en solitude, en quête d'une source inépuisée de féerie et de baisers. Mais dans les flammes de Notre-Dame, je reviendrai réchauffer mon âme. Je m'y enfoncerai pour fuir la trame d'un human show immonde infâme. Dans les flammes de Notre-Dame, à défaut que la connerie crame, je m'y enfoncerai pour fuir ma haine désespérée de la race humaine. Dans les flammes de Notre-Dame, j'échappe aux blaireaux et aux ânes. Je fuis l'absence de dignité des vagues réseaux socialisés. Dans les flammes de Notre-Dame, je reviendrai protéger mon crâne d'une espèce aux pensées obliques, noyant sa misère érotique. Dans les flammes de Notre-Dame. On retrouve dans Culture Partagée nos invités, Alina et Sarah, pour parler des actions culturelles menées
par l'association Doxavita sur le quartier du Haut-du-Lièvre. On vient de faire un petit peu l'historique de ces actions. On va entrer maintenant dans le vif du sujet, pardon, en évoquant ce qui se passe depuis le mois de septembre, donc, puisque c'est à peu près la période où chaque année Doxavita entre en action, parce que beaucoup de ses membres sont des étudiants, donc le calendrier est tributaire aussi un peu de la rentrée universitaire. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe cette année sur le quartier? Comment? Avec qui? Du coup, malgré que le festival soit annulé, on a beaucoup travaillé dessus. Donc des recherches sur comment ça allait se passer, mais aussi comment nous se l'approprier, parce que du coup on vient d'arriver et puis on a aussi nos idées à faire partager. Mais du coup, ce n'est pas perdu, même si le festival est annulé. On a par exemple, il y a quelques semaines, fait des ateliers avec les Francas. Donc Oui. il y a eu par exemple l'atelier Petit Rapporteur ou encore l'atelier cinéma. Donc on garde quand même le lien avec les enfants sans le festival. Alors, est-ce que tu peux expliquer un petit peu atelier Petit Reporter, atelier cinéma, en quoi ça consiste? Qu'est-ce que font les jeunes dans cet atelier? Sous quelle forme? Pour le Petit Reporter, j'y étais pas présente, mais il s'agissait d'interroger des adultes, soit des Francas ou autres, pour justement les sensibiliser à comment poser des questions, comment aussi filmer. Donc, ils préparaient des petites activités pour pouvoir se poser des questions. D'accord, mais avec un rapport avec avec le festival ou pas du tout? Comment ça s'articule par rapport à ça? C'est une activité qui est complètement déconnectée du festival, ou c'est une activité d'apprenti journaliste, si on peut dire, qui doit aussi trouver une place à l'intérieur du festival de littérature? C'est un peu ça, ils s'improvisaient comme s'ils étaient, eux devenaient des journalistes eux-mêmes. Ouais. Et c'est un lien quand même avec le festival, parce que c'était censé être diffusé pendant le festival. Mais du coup, là, ça sera pas le cas. C'est pareil pour l'atelier cinéma, mais on espère peut-être de les diffuser entre petits groupes, justement au sein des Francas, Ouais. faire venir peut-être les parents, les enfants, pour qu'ils puissent découvrir ce qu'ils avaient fait et que ça soit pas perdu et que ça n'a pas été fait pour rien. Enfin, de toute façon, ça n'a pas été fait pour rien, parce que Bien les sûr. enfants se sont amusés, c'était super. Ouais. C'était super bien, mais du coup, faudrait qu'ils puissent voir leur travail. Oui. Et alors pour le festival, ça veut dire que les enfants, par exemple, auraient été amenés à interviewer les invités du festival, les auteurs, les illustrateurs. Oui, oui. D'accord. Ils auraient pu faire ça sur le festival, effectivement. D'accord. Et donc, sinon, ils l'ont fait sur le quartier, quoi, en somme. C'est ça. Parfait, très bien. Et alors, comment réagissent à la fois les enfants, Enfin, tu y étais pas, donc c'est peut-être plus difficile d'en parler. J'ai été en revanche sur l'atelier cinéma, Ouais. mais oui, les enfants sont très réactifs, ils aiment bien ce qu'on leur propose, ils ont plein d'idées, ils sont très énergiques. Alors c'est sûr que le travail est vachement plus facile avec eux, puisque il y a pas de restrictions, il y a rien, ils sont toujours riches d'idées, donc ça va tout seul en fait. D'accord. Et alors, l'atelier cinéma, ça consiste en quoi? C'est Alors, un film? C'est voir des films? C'est fabriquer un film? Non, c'est fabriquer un film. En fait, c'est à partir d'un conte. Donc nous, on choisit des contes au préalable Ouais. à l'association. Et au moment où on les voit, on leur dit les contes qu'on a choisis au préalable. Et donc les enfants, là où ils ont plus d'infinité, ils choisissent le conte qui leur plaît. Oui. Et du coup, on réécrit un peu le scénario avec leurs idées, les nouveaux personnages qu'ils veulent intégrer. Et du coup, celui qui a été choisi, c'est Alice au Pays des Merveilles. D'accord, oui. Du coup, avec leurs idées, on a essayé de réécrire le scénario. Et puis, les 2 dernières séances ont été faites justement pour le tournage en petits groupes. On a essayé de faire tourner les scènes avec des accessoires qu'on a pu apporter. Oui. Donc, ça s'est super bien passé. Donc là, le film, c'est bouclé, il est terminé, ou il y a encore des images à faire? Il manque plus que le montage. D'accord. Mais sinon, tout est fini, oui. Et ce film, il va durer combien de temps? Alors, tout dépendra du montage, mais je pense
Ça ira pas au-delà de 15 minutes. Ça sera Ouais. 10 minutes à peu près, peut-être sûrement. C'est déjà énorme Oui. parce que faire un film avec des amateurs, Oui. des enfants, Mhm. en ayant écrit le scénario, etc., je trouve que moi je m'attendais à 3-4 minutes, quoi. 15 minutes, je trouve que c'est déjà un exploit, quoi. Non, mais ça ira pas au-delà de 15 minutes, mais ça sera entre, on va dire, 8 et 10 minutes. D'accord. Et il sera possible de le voir comment Euh, du coup, il sera diffusé au Franca pour que les parents et les enfants puissent le voir. Euh, Après, pour le diffuser sur le site, on sait pas trop. Il faudra qu'on voit si les parents autorisent à ce qu'on puisse voir leurs enfants sur le site Ouais, bien internet, sûr. par exemple. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres activités de ce type-là ou différentes, peut-être? En dehors de ça, au mois de mars, on va commencer les ateliers en école, cette fois-ci. Donc, Ah oui, en donc école. partenariat avec les associations comme les Francas, mais aussi avec les écoles, alors. C'est ça. Oui, oui. Alors, Donc, il y aura plein d'ateliers comme à l'école Moselli, oui, donc toujours sur le quartier, l'école Buffon, l'école Saint-Exupéry. Et du coup, ça va s'étendre un peu sur tout le mois de mars. d'accord. Et alors, quels sont les ateliers, les activités qui vont avoir lieu dans ces écoles? Alors, il y a plusieurs ateliers. Donc, il y a il y a 2 ateliers BD. Il y a un atelier fresque. Il y a aussi un atelier tapis à compter. Donc là, c'est l'école La Fontaine. Je l'avais pas dit au début, mais du coup, ça va être reparti sur les 3 dernières semaines de mars. Donc à partir de la semaine prochaine. Donc, ça veut dire, en somme, j'entends Buffon, Zélie, La Fontaine, tous les établissements scolaires du quartier sont sollicités. C'est ça. Formidable. Mais alors, combien il y a d'étudiants qui agissent dans cette action sur le quartier? Parce que vous devez être, je sais pas, 50, 100? Comment vous faites pour... Alors, non, on n'est pas autant, mais on essaye d'être. Ça dépend des ateliers, mais on est entre 3, 4 personnes, voire plus, parce qu'il y a quand même une très grande classe de 36 élèves à un moment donné. Ouais. Donc là, ça nécessite 5 à 6 personnes. Et on a plein qui ne sont pas actuellement sur place à Nancy à cause de la situation sanitaire. Donc on essaie de s'arranger entre nous, ceux qui sont sur Nancy, pour assister à ces ateliers. Donc du coup, certains en font plus que d'autres, mais on s'arrange entre nous pour faire en sorte que ces ateliers aient lieu, que ça se passe bien. Donc il n'y a D'accord. pas de souci sur ça. Donc, en gros, vous êtes combien? Une vingtaine, une trentaine à être Alors là, permanence, actif? On a environ une vingtaine, Une oui. vingtaine, Après, je pense, forcément, ça varie un petit peu selon la présence sur Nancy. Puis il y a toujours aussi des bénévoles qui se rajoutent un petit peu comme ça, Ouais. qui se greffent sur le projet, des amis, Ouais. des connaissances, qui ne sont pas forcément volontaires pour participer pendant une année entière au sein de l'association, mais qui ponctuellement ont envie de participer à tel atelier ou alors juste, par exemple, un peu de manutention. Je D'accord. pense que si le festival avait lieu, il y en aurait beaucoup qui seraient venus pour faire l'installation, pour accueillir les auteurs. Il y a toujours des petites mains qui se greffent autour de nous, mais c'est vrai que globalement, on est un noyau dur d'une vingtaine de personnes, oui. Ok. Mais alors, quand on est étudiant, c'est pas difficile de consacrer du temps comme ça, en plus de ses études, parfois d'un travail étudiant? Bah, du coup, pour certains ateliers, on va certes rater des cours, mais C'est pas bien, On va- ça, hein? c'est vrai. Mais l'avantage, on va dire, du distanciel, c'est qu'on peut les récupérer, ces cours. Puis, je sais qu'on est une promo soudée, donc on a toujours quelques amis qui peuvent nous passer les cours, nous aider si on a des questions. Donc, on peut allier les deux sans souci, quoi. Tu viens d'évoquer le distanciel pour l'université. Est-ce que, en raison de la pandémie, il y a des activités sur le quartier qui ont été changées, qui ont été faites en distanciel, ou est-ce que finalement non, vous restez toujours présent physiquement avec les associations, avec les élèves? Il y a rien qui a été fait en distanciel pour l'instant, donc on a réussi à aller faire les ateliers chez les Francas. On va essayer de faire tous les ateliers en école, donc on essaie quand même de maintenir notre présence quand même. D'accord.
D'accord. Puis il nous paraît aussi important d'avoir, surtout avec des enfants, parce qu'on travaille avec des jeunes enfants entre le CP et la CM2, et il nous paraît essentiel d'avoir du contact avec eux pour vraiment avoir un lien qui se crée, que ce soit avec l'association Les Enfants, mais aussi avec l'objet livre notamment. Et c'est vrai qu'à distanciel, c'est beaucoup plus complexe, c'est possible, mais actuellement, on n'a pas les ressources numériques et humaines pour pouvoir adapter ces ateliers. On y réfléchit, si on en trouve, ce sera avec plaisir, mais c'est vrai que pour le moment, on préfère privilégier le contact et la présence avec les enfants, en tout cas pour les ateliers. D'accord. Et comment les enfants découvrent ça? Parce que j'imagine que quand on leur propose certains ateliers cinéma ou autres, c'est pas forcément quelque chose d'habituel. Est-ce qu'ils sont d'emblée partants? Est-ce que il faut les pousser un peu? Comment ça se passe? Ça dépend les enfants, mais il y en a beaucoup quand même, même s'ils ont peut-être pas l'habitude de faire ces ateliers-là, ils sont toujours prenants de ces ateliers. Donc tout de suite, ils ont plein d'idées, tout de suite, ils nous disent ah, on va passer à la télé, donc c'est sympa. Donc il y en a quelques-uns même au début, ils étaient pas trop, ils voulaient pas trop faire les ateliers, puis au fur et à mesure, Oui. ils se sont ouverts. Donc c'était chouette de voir que avec ces ateliers, on a permis à certains enfants de développer leur créativité et de s'ouvrir en fait à ça. Mais c'est peut-être pas toujours évident d'aller frapper à la porte d'un établissement scolaire en disant oui bonjour, on a les étudiants, on veut proposer des activités aux enfants. Enfin, je caricature un peu, j'imagine que ça se passe pas comme ça. Comment vous vous y prenez alors pour avoir comme ça des entrées un peu partout sur le quartier, les associations, les écoles? Je dirais que c'est un travail sur le long terme en fait, parce que forcément, comme vous avez dit, on arrive un peu à un poil sur la soupe. D'abord, forcément, on a fait nos preuves en montrant qu'on était impliqués dans les ateliers, dans les écoles. Et après, petit à petit, c'est beaucoup de bouche à oreille, mine de rien. On a fait nos preuves, les enfants sont heureux, les parents, ils ont eu des bons retours, les maîtresses, elles sont ravies. Et c'est comme ça, en fait, petit à petit, il y a une confiance qui s'installe. Et c'est comme ça qu'on arrive à s'installer progressivement sur le quartier. D'accord. Et les établissements scolaires, donc les chefs d'établissement, les enseignants, etc., donc accueillent favorablement ou défavorablement, je pense pas, mais est-ce qu'ils n'ont pas déjà un programme très complet? Est-ce qu'ils arrivent? Comment s'articule un peu le travail avec eux? Alors, forcément, ils ont un programme scolaire, hein, nous, notre rôle, c'est de s'adapter à eux. Donc, c'est pour ça que les ateliers commencent tard dans l'année. C'est que justement, on doit rencontrer les maîtresses, faire des rencontres préliminaires pour savoir quel est leur programme, ce qu'ils ont envie d'évoquer. Et forcément, on adapte nos ateliers par rapport aux demandes des maîtresses, ce qu'ils ont pu voir ou non, ce qu'on pourrait leur apporter en plus aussi par rapport à leur cursus pédagogique. Donc, en fait, c'est un vrai échange participatif qu'on fait avec les maîtresses. Et alors, je vous rassure totalement, elles sont totalement partantes. Ouais. Si elles pouvaient faire des ateliers toutes les semaines, elles seraient d'accord. Donc, c'est très plaisant aussi de voir leurs réactions, que ce soit les maîtresses ou les enfants. Mais forcément, on est obligé de collaborer avec elles en profondeur par rapport à ça, parce que le but, c'est de leur apporter quelque chose en plus, mais pas de surtout pas perturber leur cursus pédagogique. Ouais. Et les établissements et les classes, les enseignants sont toujours un peu les mêmes d'année en année, ou il y a de nouveaux établissements, par exemple cette année? Est-ce qu'il y a du nouveau par rapport à l'an dernier? Comment ça se passe? Ça va dépendre beaucoup des disponibilités des maîtresses, notamment par rapport à ça. Des fois, on travaille aussi avec des collèges, des écoles, parfois des écoles maternelles, mais c'est un petit peu plus rare. On essaye de s'ouvrir forcément à on va dire à plusieurs centres, à plusieurs établissements, parce qu'on a envie de toucher le maximum des enfants du quartier du Haut-du-Lièvre. Après, là-dessus, ça a évolué. On essaye juste en fait de faire un maximum d'ateliers, peu importe où. D'accord. Et par rapport à il y a quelques années, ce travail avec les écoles s'est développé. Il est toujours à peu près constant. Est-ce qu'il y a une évolution, toi qui es là depuis 3 ans? Comment tu as vécu ça? Moi, personnellement, je trouve qu'il y a une très belle évolution, en fait. Déjà, on a augmenté grandement nos ateliers. Il y a 3 ans, si je ne me trompe pas, on devait peut-être en avoir 7, 8 dans l'année. Alors que cette fois-ci, on en a au moins une vingtaine minimum.
Ouais. Donc c'est plutôt gratifiant et ça fait plaisir qu'on arrive à s'implanter de plus en plus. On travaille aussi beaucoup plus avec les associations du quartier. Donc forcément, ça va dépendre de nos disponibilités et du nombre de membres qu'il y a dans l'association. Et à côté de ça, on essaye aussi d'être actif en dehors des périodes scolaires, parce que finalement, l'éducation et la culture, ce n'est pas forcément qu'en cours. Et c'est pour ça que là, on travaille avec des associations pour continuer à animer le quartier pendant l'été, les grandes vacances, ce genre de choses. Et c'est ça un peu qui a évolué par rapport aux années passées. C'est qu'on est actif plus souvent et plus longtemps. Eh bien, on va parler de ça après une nouvelle pause musicale pour laquelle on va retrouver Alban Lot qu'on a déjà entendu tout à l'heure. J'aimerais parler des oiseaux, avoir de l'inspi pour ce qui est beau, chanter la vie, ses anecdotes, conter des histoires rigolotes. J'aimerais attendrir les marmots en 3 minutes pour la radio et toucher tout le monde dans des textes sur des instrus pour faire la fête. J'aimerais parler des oiseaux, avoir de l'inspi pour ce qui est beau, chanter la vie, ses anecdotes, conter des histoires rigolotes. J'aimerais attendrir les marmots en 3 minutes pour la radio et toucher tout le monde dans des textes sur des instrus pour faire la fête. J'aimerais parler aux mamans, aux mamies et aux adolescents, être sur les sujets du moment, éviter ceux bien trop clivants. Un truc plutôt commercial mais sans vendre mon âme au diable. Je suis pas sûr que j'en sois capable, je crois que je suis bien trop asocial. Moi personne n'a besoin de moi. Je suis personne n'a non grata. Alors karma, misanthropie pour la prochaine épidémie. Personne n'a besoin de moi. Salut, moi je suis auteur, j'aimerais écrire sur ma vie, sur les blessures de mon cœur et mon désarroi incompris. J'ai un engagement politique, j'ai à cœur la cause des migrants, celle du réchauffement climatique et bien sûr des intermittents. On m'a dit tente la chanson française, tu chantes mal mais ça peut marcher. Un petit béret, une guitare sèche, écris des trucs pas trop teubés, mais je serai plus crédible en rocker, veste en cuir pour faire un malheur, répagne les bières, super cliché, faut qu'on puisse bien m'identifier. Car personne n'a besoin de moi. Je suis personne n'a non grata. Alors karma, misanthropie pour la prochaine épidémie. Personne n'a besoin de moi. Tu veux pas mettre un solo de guitare là? Ouais, pourquoi pas, tu m'en fais un? Ah non, moi je sais pas faire de guitare là. Bon, bah me fais pas chier alors. Oh là là. Je crois que je vais rester inconnu, je sais, c'est beaucoup mieux ainsi. Officiellement, je vends pas mon cul, mais en vrai, quelle hypocrisie. Il faut que je me rende à l'évidence, je suis simplement pas assez bon. Il est grand temps que je tente ma chance dans autre chose que de la chanson. Car personne n'a besoin de moi. Je suis personne n'a non grata. Alors karma, misanthropie pour la prochaine épidémie. Personne n'a non grata. Car personne n'a besoin de moi. Je suis personne n'a non grata. Alors karma, misanthropie pour la prochaine épidémie. Personne n'a besoin de moi. C'était Persona non grata, Alban Lot, et on retrouve nos invités, Sarah et Alina, pour continuer à évoquer ce que Doxa Vita propose comme activité sur le quartier auprès des jeunes. Alors, on a évoqué, Sarah, la présence d'une vingtaine d'ateliers auprès de différentes associations. Donc c'est énorme, je trouve. Est-ce qu'on peut peut-être entrer un peu plus dans le détail de quelques ateliers pour préciser un petit peu comment ça se passe, quels enfants, qu'est-ce que cela rapporte, etc. Et puis également, quels partenaires associatifs?
Oui, donc une vingtaine d'ateliers. Il faut savoir aussi qu'il y a des ateliers qui se passent du coup sur plusieurs jours, justement pour avoir un suivi pédagogique beaucoup plus profond. Donc souvent nos ateliers se décomposent en plusieurs temps. D'abord un temps de découverte, d'appropriation de l'objet culturel. Je pense notamment à l'atelier bande dessinée, où en fait il va y avoir donc une malle qui va être proposée par la cité éducative. Et donc, ils vont pouvoir farfouiller dedans, regarder, identifier sont les éléments importants de la bande dessinée. Et donc, comme je l'ai dit, s'approprier cet objet culturel. Et ensuite, en second temps, on va leur proposer quelque chose d'un peu plus éducatif, en tout cas scolaire, où on va avec eux, à l'ère de quiz, ce genre de choses, identifier les éléments. Donc, qu'est-ce que c'est, par exemple, qu'une vignette? Qu'est-ce que c'est qu'une bulle? Comment est-ce qu'on l'a fait? Qu'est-ce que c'est qu'un livre? Comment est-ce que ça se produit? Et donc, le but, c'est pas juste de leur donner des réponses toutes faites, c'est vraiment qu'ils participent, qu'ils réfléchissent, qu'ils donnent des réponses, des fois fausses, mais rigolotes, et c'est ça le but aussi. Et donc, qu'on s'enrichisse mutuellement à travers cet atelier. Et ensuite, en troisième temps, par exemple, pour cet atelier bande dessinée, eh bien, on va leur proposer une petite vignette et donc ils vont devoir faire la suite de la vignette, la dessiner. Donc, à la fois, ça va éveiller leur créativité, leur sens artistique, mais aussi le sens de la narration parce que il y a ça dans cette image. Qu'est-ce que du coup je peux produire après par rapport à ça? Et surtout, cette vignette, donc, il y a celle que je viens de produire, mais elle doit se connecter à celle de mon voisin et celle de mon voisin de l'autre côté devra se connecter à la mienne. Et donc c'est un travail collaboratif, ils sont pas tout seuls, ça éveille beaucoup de qualités pour les enfants. Et à la fin, ils auront leur petite bande dessinée qu'ils auront fait collectivement. Donc on essaye vraiment sur chaque atelier de leur développer plusieurs sens artistiques, culturels, éducatifs et comme j'ai dit de la narration, voilà quoi, genre d'être un peu plus qu'un moment où on découvre une bande dessinée et on va la lire ensemble. D'accord. BD, j'imagine, qui aurait pu être présenté également au festival. Ah bah oui, ça aurait été avec plaisir justement de montrer le résultat de nos ateliers et surtout des enfants. Mais ce n'est pas grave, ce sera que partie remise. Bien sûr. Vous intervenez donc sur des secteurs qui sont très différents, littérature, bande dessinée, cinéma, etc. Vous vous appuyez uniquement sur vos compétences d'étudiants et vous proposez donc des activités en fonction de ces compétences, ou alors vous faites appel à des professionnels, des gens d'extérieur. Comment ça se passe? Alors, globalement, là, avec la situation sanitaire, c'est un petit peu plus compliqué, je vais pas le mentir, mais habituellement, on aime bien un peu mixer les deux, si je peux me permettre. C'est-à-dire que d'un côté, on va vraiment proposer des ateliers où ça va être vraiment nos ressources pédagogiques, d'étudiantes inspirées de nos cours, notamment d'études culturelles et aussi de ce qu'on peut trouver sur Internet, d'expériences. On a aussi, du coup, l'expérience des associations avec qui on travaille, qui permettent de peaufiner nos ateliers. Et l'autre moitié du temps, on aime bien faire intervenir des auteurs qui sont présents le jour du festival dans ces ateliers-là, dans les écoles. Et comme ça, ils ont une double approche. La nôtre qui peut être peut-être un petit peu plus pédagogique, et puis un retour d'expérience, une discussion avec un élément un membre de la culture qui n'ont pas forcément moyen de rencontrer assez facilement. Un acteur culturel, quoi. Oui, c'est ça, un acteur culturel, un artiste. Il y a aussi, on invite aussi régulièrement des maisons d'édition. On essaye vraiment de faire en sorte qu'il y ait une pluralité d'acteurs culturels, que ce soit nous, des médiateurs, des artistes, producteurs, peu importe. Et justement, afin de diversifier notre propos et le côté éducatif qui peut en découler forcément. Et ces acteurs culturels, cette année, il y en a pas eu du tout, ou il y a quand même eu des gens qui ont pu intervenir? Alors, ça a été assez compliqué, et donc non, on n'a pas pu vraiment faire intervenir des acteurs culturels. Il y a juste un atelier avec une illustratrice, mais c'est pas nous qui l'avons apporté, c'est l'école. D'accord. Voilà, donc c'est un choix des maîtresses, mais c'est tout de même avec joie qu'on sera là pour les épauler et pour participer à l'atelier. Mais non, malheureusement, cette année, on n'a pas pu faire venir d'acteurs extérieurs. Comment l'association choisit ses partenaires sur le quartier? Bon, les écoles, ça semble un peu évident, mais sinon, quelles sont les associations qui travaillent avec vous
sur ces projets-là? Forcément, oui, comme vous l'avez dit, les écoles, c'est une évidence. Et nous, ce qu'on a envie de privilégier, c'est surtout, comme j'avais dit au tout début, le contact. Et donc, le meilleur moyen d'avoir du contact, c'est de travailler avec les associations qui sont proches des familles. Donc, ça peut être à la fois quelque chose de très parental. Par exemple, je pense à Femmes Relais. Oui. Donc une association du quartier qui est là pour aider les femmes isolées ou en détresse. Et donc passer par elle, c'est aussi un moyen de toucher leurs enfants, d'approfondir ce qu'ils ont pu voir peut-être en atelier ou non avec nous pendant les écoles. On souhaiterait aussi travailler avec par exemple la Baleine Bleue, donc qui s'occupe là de la petite enfance et de la famille. On travaille, comme on l'avait dit, avec les Francas. Donc là, c'est plutôt de l'aide scolaire en dehors justement du temps périscolaire. On essaie vraiment de diversifier en fait les différents contacts qu'on peut avoir avec les habitants du Haut-du-Lièvre pour être beaucoup plus effectif. D'accord. Et dans ces partenaires, j'entends pas par exemple la médiathèque. Est-ce qu'elle fait partie parce que c'est souvent un relais important, ça, sur le plan culturel et sur le plan du livre, sur un quartier. Vous travaillez pas avec la médiathèque Ah si, totalement. L'année dernière, on avait même organisé une chasse aux livres pour les enfants. Donc non, c'est sûr, la médiathèque, c'est un point fort. Et puis même, on voit très bien que les enfants adorent s'y rendre, passer quelques heures. Donc c'est aussi un moyen justement de capter leur attention en dehors des cours. Et mine de rien, c'est aussi comme ça qu'on leur apporte le plus de choses. C'est en dehors du temps scolaire. Mais c'est vrai que je fais une liste assez exhaustive par rapport à tous nos partenaires. Bien sûr, il y a aussi forcément la MJC du quartier. Bien sûr, puisque c'est là que devait se tenir le festival. Exactement. Puis pourquoi pas réaliser avec eux des ateliers pendant les grandes vacances. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant, ou même sur le futur. Et on essaye vraiment d'avoir un maximum d'ancrage par rapport à ça. Il y a aussi d'autres choses qui sont peut-être moins connectées à la culture, mais je pense au réseau Jardin Partagé. Oui, alors qu'est-ce qui se passe avec les jardins partagés? Eh bien, avec le réseau Jardin Partagé, donc à la fois, il s'occupe par rapport au festival, donc faire des petits ateliers de sensibilisation à l'écologie pour les enfants, que ce soit avec des graines, du rempotage, le tri, ce genre de choses. Et puis, ils nous mettent aussi en contact avec des éditions qui sont tournées vers l'écologie. Et régulièrement, on fait des petits ateliers qui sont tournés vers leurs valeurs, donc l'écologie, le retour à la nature, la sensibilisation, justement, ville citadine, forestation. D'accord, donc c'est le fait d'aider les enfants à prendre conscience du respect de l'environnement, c'est ça? Oui, c'est ça. Le respect de l'environnement, la faune et la flore qui nous entourent, et puis forcément toutes les valeurs qui en découlent, une certaine forme d'humilité aussi. Oui. De voir que finalement, des petites choses peuvent impacter grandement la planète. C'est des valeurs qu'on essaye d'avoir, oui. Oui, mais alors... Les enfants sont quand même hyper sollicités, non? Parce que ils sont sollicités par l'école, ils sont sollicités par vous à l'intérieur de l'école, et le mercredi après-midi, le samedi, vous êtes là à nouveau pour sur leur dos pour leur dire maintenant tu vas faire un atelier écologie. Comment ils en ont pas marre de vous voir un peu les enfants? Justement, j'allais dire, ils s'en plaignent pas, alors on continue. D'accord. Non, au contraire, plus on en fait, plus ils sont demandeurs. C'est ça qui est passionnant. C'est ce que disait Alina juste avant. En fait, ils ont envie de mettre la main à la pâte, ils ont envie de faire tout ça, et c'est la meilleure des récompenses qu'on peut avoir justement. Et même au contraire, ils sont là. La plupart du temps, c'est eux qui nous apportent les idées pour les ateliers. D'accord. Ils sont très créatifs. Je pense que si on pouvait faire des ateliers tous les jours, ils seraient présents. Ah ouais, c'est-à-dire que ces ateliers-là, qui ne sont pas liés directement à l'école, ils ont lieu quand? Ils ont lieu le soir? Ils ont lieu le week-end? Ça se passe à quel moment? Alors, ils ont lieu souvent le mercredi, et sinon après les cours. Donc après, ça varie forcément. C'est plutôt pendant le mois de mars, avril. Mais oui, on essaye toujours de faire en sorte que ce soit pas quelque chose en plus, mais que ce soit déjà dans leur temps, en tout cas dans leur planning hebdomadaire. Donc il va y avoir l'école, il va y avoir l'activité extrascolaire. On va s'intégrer à cette activité extrascolaire. D'accord.
Alors, je vous propose qu'on boucle la boucle parce que l'heure tourne, n'est-ce pas? Et qu'on revienne peut-être à un autre aspect de l'action que vous menez qui est aussi en rapport avec le festival et le quartier, c'est la journée d'études. Mais on va peut-être faire une nouvelle pause musicale. Alors, nous allons donc conclure cette émission en nous intéressant à un des points forts également de l'action de Doxa Vita, qui n'est pas exclusivement tournée vers le quartier, mais qui est toujours complètement dans la thématique de la littérature de jeunesse et qui est plus tournée là vers les autres étudiants, ce qui est une manière aussi de faire du lien entre le quartier et l'université, comme le disait Alina tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, l'une ou l'autre, de cette journée d'études, en quoi elle consiste ? Alors, même si le festival est annulé, la journée d'études, elle se passe avant le festival, donc Oui. un jour avant, donc le vendredi. Normalement, ça aura eu lieu le 9 avril. Et puis, ça sera un peu, en distanciel. On aura les locaux, mais il faudra filmer, donc ça sera un peu un format particulier cette année. Oui. Alors, comment ça se passe ? C'est autour d'un invité Oui, ce sera Adèle Tariel Oui. qui sera l'invité d'honneur. D'accord. Et comment ça se passe alors ? C'est un moment autour d'elle, c'est un questionnement autour de son œuvre ? C'est un questionnement autour de son œuvre, c'est aussi des réflexions autour de certaines thématiques, comme par exemple l'engagement, un engagement que même l'enfant pourrait avoir autour de lui. Oui. Donc, ce sera des questionnements, peut-être on pourra poser des questions, elle pourra parler de son œuvre, de son univers aussi. D'accord. Mais alors, qui est-ce qui organise ça ? C'est-à-dire, c'est vous, étudiants, vous la recevez, vous lui posez des questions, c'est ça ? En fait, pour la journée d'études, c'est en partenariat avec le laboratoire Imaginaire et Société, qui fait partie donc D'accord. de la faculté de lettres. Donc, on est aussi en partenariat avec la faculté de lettres et langues, forcément. Mais c'est vraiment nous qui l'organisons à 100%. C'est juste qu'on dispose de matériel et de locaux pour cet événement, et donc forcément de petites subventions à côté de ça, qui nous permettent justement de recevoir l'autrice. Et oui, on organise entièrement la journée d'études. Donc, on va dire que c'est une approche beaucoup plus académique, au niveau de la recherche, c'est forcément moins accessible à des enfants, mais c'est accessible à des adolescents, à des adultes, ou à toute personne qui peut être curieuse de la littérature jeunesse, et surtout de l'autrice Adèle Tariel, qui surtout aborde des sujets très importants, comme avait dit Alina, autour de l'engagement. Et Engagement, quel type d'engagement Et c'est ça c'est un engagement double. À la fois, ça va être à travers la représentation, donc dans ses œuvres, donc l'environnement dans lequel le personnage va évoluer, mais aussi comment est-ce que ce personnage est représenté. Donc ça va être à la fois un petit garçon, une petite fille. Est-ce que la petite fille va porter du rose ? Pas vraiment, ou alors si, ou alors elle va en jouer. Ça va être aussi plusieurs origines, ça va être des contes issus de différents peuples. Donc ça va être une valorisation des diverses représentations de l'enfant et de l'enfance à travers le monde. Et en plus de ça, c'est aussi un engagement dans son propos, parce qu'elle décide de mettre en valeur des combats que même les enfants peuvent porter, même très jeunes, que ce soit, comme on en a parlé plusieurs fois, l'écologie, mais aussi la lutte contre les discriminations, l'inclusion, la notion de genre aussi. Pourquoi est-ce qu'une petite fille devrait jouer à la Barbie, mais pas un garçon ? Ça va être remis en question, mais toujours du point de vue de l'enfant. Et donc, parce que c'est adopté par le point de vue de l'enfant, le jeune lecteur, peut se l'approprier, avoir une réflexion par rapport à tout ça, et pourquoi pas la mener aussi dans son quotidien. Et c'est quelque chose qui, forcément, l'engagement à travers les enfants, c'est quelque chose qui, pour ma part, je trouve assez révolutionnaire, la façon dont elle le traite. Et c'est vraiment très instructif, et j'ai hâte d'avoir en tout cas son retour personnel là-dessus ce vendredi.
Ce vendredi 9. Ouais, ça donne envie en tout cas. Donc ça, c'est vendredi 9 avril, c'est bien ça. Avril, au matin, c'est ça? Oui, c'est bien ça, ce sera le matin. Si je ne me trompe pas, ça doit être 9h30, 13h30. Ouais. Donc, vu la situation sanitaire, ce ne sera pas en présentiel, mais du coup, tout le monde pourra y accéder sur le site de l'UFR. Si je ne me trompe pas actuellement. Oui, sur un lien, par un lien donc qui permettra de se connecter au site de l'université. C'est bien ça, au site de l'université, et donc du coup, qui sera donc accessible gratuitement à tous ceux qui voudront y participer. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à rejoindre notre page Facebook pour justement voir toutes les données, consulter notre site web aussi, lehautdulivre.com, et vous pourrez retrouver toutes les informations, les ateliers qu'on aura menés sur le quartier. Très bien. Donc, page Facebook de l'association Doxavita. Doxavita, c'est bien ça. Bien. Alors, comme il n'y a personne pour en parler, je voudrais juste finir en précisant un aspect complémentaire en quelque sorte de ce travail. C'est un concert qui va avoir lieu le vendredi après-midi à 14h. Le concert était prévu au départ en direct de la MJC du Haut-du-Lièvre. C'est un concert pédagogique qui tournera autour du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Mais pour les raisons que tout le monde connaît, ce concert aura lieu en différé. Mais ça reste un concert pédagogique où l'œuvre sera expliquée aux enfants en particulier, et en particulier aux enfants des écoles du Haut-du-Lièvre qui auront travaillé en amont sur ce concert. Et ça, ce sera sur la chaîne YouTube du lycée d'Auneau, puisque c'est le lycée d'Auneau, ses étudiants et son auditorium qui vont accueillir le direct et la rediffusion de ce concert qui est mené en partenariat avec les étudiants, les apprentis du CFA de l'Opéra de Nancy. Voilà. Tout est dit et je crois que nous pouvons nous dire au revoir. Bah oui, merci de nous avoir reçus. Mais merci à vous. Et puis, bon travail pour ce qui est de l'action que vous menez sur le quartier. Et puis à bientôt pour parler de la suite. Bah oui, à très bientôt. À bientôt. RCN, www.rcn-radio.org